Alors, parle-nous d'Engo. Donc Engo, c'est une marque de basket que Ronan et moi-même avons lancée en avril 2017. Donc le but de la marque, c'est de faire de la chaussure éthique au Vietnam. Donc on travaille pour ça avec des artisans dans le nord du Vietnam. On travaille avec ces femmes de manière équitable, elles font du tissage à la main. Donc c'est ce qu'on retrouve sur nos baskets ici, ces motifs ethniques, qui est un savoir-faire ancestral et que nous on souhaite préserver et que ça se transmette de génération en génération. Et on les retrouve sur nos baskets et c'est en fait toute l'identité et l'originalité de notre basket et de notre marque. Yes. À côté de ça, on travaille on a un partenariat avec Sao Bien, qui est une ONG qui intervient au Nord-Vietnam, qui étudie les besoins urgents en termes de scolarisation et on les aide à financer de nouvelles écoles au Nord-Vietnam. Donc on a financé depuis le début du projet 2 écoles, ce qui a permis de scolariser 120 élèves au Nord-Vietnam. Et sur cette nouvelle collection qu'on lance le 15 octobre sur Ulule, on souhaite favoriser l'usage de matières premières naturelles. Et donc là, sur le cuir, on est sur un tannage végétal, donc aucune utilisation de produits chimiques dans le tannage du cuir. Et quel impact a eu toute cette RSE sur votre business en fait? Le courant de la mode éthique est quand même un courant qui est en train de croître. Alors nous, on a fait avant la basket, ce qui nous intéressait, c'était la logique RSE plus que la basket. Maintenant, cette croissance de la mode éthique, évidemment, on s'appuie dessus et on espère que ça évolue. Et on voit de façon de plus en plus des marques, et souvent d'ailleurs des jeunes marques, qui se lancent sur ce courant-là, parce qu'évidemment, il y a un marché, comme je pense, le commerce équitable ou le bio dans l'alimentaire il y a 10 années de ça, quoi. Yes. Et du coup, ça t'a permis d'acquérir aussi plus facilement les premiers clients, etc. Parce qu'il y a un côté humain qui est quand même hyper important dans vos baskets. C'est à la fois le côté environnemental et à la fois le côté social, humanitaire, en faisant travailler des gens sur place et en leur permettant de conserver leur savoir-faire. Et ça a quand même on va dire un côté hyper marketing aussi à côté. Qui vous permet de vendre plus facilement peut-être que les autres tout en ayant un projet Alors sympa. On a un peu changé notre manière de faire là-dessus. Au tout début du projet, quand on s'est lancé en avril, la première campagne, on l'a justement axée à fond sur ce côté humain, social, solidaire, etc. Et pendant longtemps, notre communication, ça a été comme ça. Et puis depuis avril, il y a Anaïs qui nous a rejoint, qui est maintenant la community manager de la marque. Okay. Et depuis avril, on a un peu repensé notre stratégie com et marketing, où en fait, et c'est aussi en lien avec le fait qu'on a commencé à rentrer chez des magasins, chez des revendeurs. En fait, ce qui intéresse finalement les personnes, oui, c'est bien ce côté éthique et nous, ça nous tient extrêmement à cœur, mais encore plus en B2B qu'en B2C. Ce qui compte, c'est le produit. Ce qui va compter, c'est le côté quali, le côté confort, est-ce que le produit plaît. Et en deuxième lieu, ça va être ce côté éthique. Donc on a un peu changé notre manière de faire. Et par exemple, au Who's Next, au mois de septembre, où on a exposé notre stand, à aucun moment on voyait on pouvait l'imaginer, mais on ne voyait pas de photos d'artisans ou d'enfants. On ne cherchait pas forcément à sensibiliser là-dessus, on cherchait à plaire par le produit. Et après, dans le discours, d'amener ce côté éthique et solidaire. Plus comme la cerise sur le gâteau et la chose qui va convaincre et qui va donner la BA finalement à l'acheteur final. Mais ce qui compte avant tout, même si tout ça permet de vendre mais ça reste surtout un certain public, ce qui compte avant tout, c'est le produit et il y aura ça reste en numéro 1, je pense que ça le restera toujours. Et sur le B2C, du coup, l'aspect éthique est beaucoup plus présent, et d'ailleurs on le voit au travers peut-être du site web. Il est plus présent parce qu'on peut plus facilement toucher directement la personne et finalement donc dans notre B2C on a notre communauté qui est déjà au fait, c'est des choses qui sont ancrées dans leurs valeurs, donc ils recherchent ça, donc on a envie de le mettre en avant. Et on a aussi des personnes qui finalement vont regarder que le produit et qui ne vont pas forcément chercher ça. Mais évidemment, on le met en avant sur notre site parce que c'est notre marque de fabrique, c'est notre identité, c'est nos valeurs. Et puis comme ce qu'on dit à chaque fois, c'est on vend une chaussure, mais pas que. On vend une chaussure avec une histoire derrière, avec un concept, avec plein de choses à raconter. C'est ça qui nous plaît. On n'aurait jamais fait un projet où on vend juste de la chaussure. Yes. Donc au-delà, alors c'est un côté marketing, mais c'est aussi un côté très sentimental pour Ronan et moi. Et sur cet aspect-là, justement, j'avais une question un peu précise, c'est finalement quand tu t'approches des grands distributeurs, tout ça, est-ce que
ces gens-là te laissent raconter l'histoire de la chaussure. Ou ils Quand- vont la passer plus sous silence quand tu vas les mettre en rayon, par exemple, tes Ouais. chaussures. Il y aura l'histoire. Alors, quelle est, tout dépend le magasin. Il y a des revendeurs, et la taille du revendeur aussi. Les grands magasins où là, par exemple, à Nantes, on va rentrer chez Scott Premium, qui est un gros magasin de sneakers. Les vendeurs ne connaissent pas toute l'identité de la marque et ils n'ont pas le temps d'expliquer quoi que ce soit. Chez les indépendants, ils auront peut-être plus le temps de vendre le produit. Mais du coup, à nous de fournir des PLV, donc des supports de com, de vente, où finalement on vient expliquer le concept et mettre en avant ce concept pour que la personne qui achète ou pas la chaussure reparte au moins avec l'identité de la marque. Et ce, même si le vendeur ou la vendeuse n'a pas eu le temps de l'expliquer. Alors repartons plus sur des basiques, c'est comment a eu lieu l'aventure N & Go, comment un tel projet a pu prendre vie en fait? Du coup, donc, Ngo, on l'a créé officiellement en janvier 2017. L'idée est partie début 2016. Moi, Ronan, c'est un ami d'enfance. On a pas mal voyagé tous les deux, notamment en Amérique latine. Vous êtes tous les deux cofondateurs? Ouais, okay. C'est ça. Et c'est à travers ces voyages et l'artisanat qu'on pouvait trouver dans tous ces voyages, et souvent l'artisanat ethnique qu'on adorait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça. Et moi, c'est un dernier voyage au Mexique qui m'a donné ce déclic où quand je suis rentré, je me suis dit il est temps de me lancer. Ronan revenait de 2 ans passés au Vietnam, donc il avait la connaissance du pays, des contacts là-bas, il parlait la langue. Et d'où pourquoi on s'est lancé au Vietnam. Et avec l'envie d'entreprendre sur cet artisanat avec un côté équitable, un côté solidaire. On a recherché un partenariat avec une association. Et aujourd'hui c'est la basket, mais on a étudié tout un tas d'éléments prêt-à-porter, accessoires, voilà, et qui sortiront, je l'espère, plus tard. Mais voilà, donc à la base, c'est vraiment une histoire de 2 amis d'enfance et surtout de voyage et de l'artisanat qu'on pouvait trouver. Donc voyager. Ouais, déclic dans le voyage. Clairement, ça ouvre l'esprit. Et il y avait donc le déclic s'est passé comment? Enfin, je veux dire, quand tu étais au Mexique, tu avais déjà repéré un potentiel dans l'artisanat local? Oui, mais sans jamais penser à entreprendre. Moi, à la base, je suis expert comptable. Rien à voir avec. Enfin, rien à voir. Ça apporte évidemment, ça aide énormément et aujourd'hui, je le vois. Mais en soi, rien à voir avec la chaussure, on va dire. J'ai jamais eu envie d'entreprendre. Et puis, je sais pas, il y a eu un déclic au Mexique, l'envie de liberté, l'envie d'adrénaline au jour le jour, l'adrénaline de l'entrepreneuriat, et l'envie d'avoir un projet porteur de sens et qui corresponde à nos valeurs. Donc voilà, j'ai eu tous ces déclics-là au Mexique. Pourquoi le Mexique, je ne sais pas, ça aurait pu arriver plus tôt, plus tard, voilà. Mais en tout cas, en peu de temps, j'ai eu envie de me lancer. Peut-être que même au moment de me lancer, j'ai laissé un peu de ma rationalité de côté en me disant allez, fonce. C'est peut-être aussi la prise en confiance, parce que quand on va à l'étranger, moi aussi, au passage, j'ai vécu au Vietnam, etc. Et quand tu vas à l'étranger, tu prends aussi confiance en toi parce que tu maîtrises pas forcément le jugement des autres et tu as une foule d'opportunités que les locaux ne voyaient pas forcément aussi de temps en temps. Ouais, c'est possible. Et que tu ramènes à ton chez toi, tu dis finalement ce truc-là, ça marcherait chez moi aussi. Ouais, complètement. Moi, je l'explique pas encore, mais c'est possible que ce soit lié à ça. Je l'explique pas non plus. Voilà. Mais ouais, en tout cas, voilà, je suis revenu du Mexique, j'en ai parlé à Ronan, et heureusement Ronan a été partant parce que honnêtement, je me serais pas lancé tout seul dans l'aventure. Okay. Mais voilà, un mois ou 2 après, je crois, il est reparti au Vietnam et à la recherche des fournisseurs et partenaires, et moi je l'ai rejoint quelques mois plus tard, et voilà, c'était. Donc ça s'est basé vraiment sur vous deux, ces 2 personnes clés, et toi, tu avais le pied en France, plus sur l'aspect justement. Faire le pont avec le Vietnam et concrètement et Renan la production. Renan c'était vraiment la production et tu as une insight sur lui, comment il a réussi à approcher des gens à l'étranger pour aller construire une société, enfin sous-traiter, etc. de différentes parties de la chaussure. Sa copine de l'époque était vietnamienne et travaillait dans la mode. Donc elle avait aussi des contacts au Vietnam auprès des minorités ethniques vietnamiennes pour l'artisanat, l'atelier pour l'assemblage de la chaussure.
Voilà, il y avait tout un tas de contacts qu'elle pouvait apporter et que Ronan s'est fait aussi sur ses nombreuses années à vivre au Vietnam, il s'est fait aussi des relations et c'est comme ça qu'il a pu aller un peu plus vite que dans la recherche de fournisseurs et partenaires, quoi. Ok, et toi de ton côté du coup, tu avais déjà des contacts ici dans la distribution ou tu t'es... Pas du tout. T'es allé mode hardcore. Je me suis fait complètement sur le tas. Forcément, ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, je vois tous les bienfaits de ce réseau et les contacts qu'on peut avoir là-dedans. Mais c'est vrai que lui comme moi, on n'était ni dans la chaussure, ni dans la mode, ni dans... On n'avait pas fait l'école de commerce non plus. Voilà, on est vraiment parti de zéro. Et ouais, comme quoi, c'est pas forcément lié. Mais ouais, on est parti vraiment de zéro et puis aujourd'hui on a pris sur le terrain, sur le tas. Tu aurais un message à transmettre parce que moi je vois l'éducation personnellement comme de temps en temps un entonnoir, dans le sens où on n'a pas le temps de voir ce qui se fait à droite à gauche et les prises d'initiative intéressantes en fonction des opportunités. En fait, on est focus sur, tiens, on arrive au bout de notre cursus, d'arriver au bout de notre cursus et avoir les bonnes notes pour arriver au diplôme. Et le diplôme en soi, c'est un bout de papier. Il n'y a pas forcément de compétences dans le diplôme, c'est un bout de papier. C'est pas ce que la personne a fait avant. Et le message aussi, peut-être qui peut être intéressant à donner aux jeunes qui veulent entreprendre, c'est se dire, tu vois, là on parlait d'école de commerce. C'est pas parce que t'as pas fait de commerce que tu sais pas en faire. Ouais. C'est pas parce que t'as pas fait de design, tu vois, de modèle de chaussures par exemple, que tu vas pas arriver à monter une boîte là-dedans. De toute façon, une entreprise, tu touches absolument à tous les domaines. Alors au fil du temps, après, tu apprends à déléguer, à travailler avec des personnes en interne ou en sous-traitance. Yes. Mais quand tu te lances au départ, tu dois toucher à tout. Et personne ne peut savoir toucher à tout dans une boîte, c'est impossible. Yes. Chacun, à moins d'avoir une équipe de 50 personnes, c'est impossible. Donc quand on se lance, et nous encore plus à deux, on a une connaissance dans tel et tel domaine. Moi, expert comptable, j'ai une connaissance dans la gestion de la boîte, les business plans, tout ça, je maîtrisais. Maintenant, on n'avait pas de domaine dans le community management, on n'avait pas de domaine dans le design. Voilà, sur ce modèle-là, par exemple, maintenant on travaille avec un designer, ce qu'on n'a pas fait sur la première collection. Donc, à partir du moment où on ne peut pas maîtriser tous les domaines d'une entreprise, il n'y a pas de profil type, de profil clé pour monter une boîte. Une école de commerce, ça peut aider, mais pour autant, quelqu'un qui va être dans une école plus technique, ça va l'aider aussi à monter une entreprise basée là-dessus, où il aura la dimension technique, ce que n'aura pas la personne d'école de commerce. Je crois que c'est chacun ses compétences, chacun ses domaines, et le tout, c'est aussi de trouver des complémentarités chez les associés. Et d'échanger beaucoup du coup. Et d'échanger beaucoup, d'avoir un bon réseau, etc. Ouais. De se rapprocher des bonnes personnes pour avoir une équipe complémentaire. Et il n'y a pas de profil type, personne ne peut pas créer de boîte ou est sûr de cartonner. Voilà, il y a sûrement des prédispositions après peut-être de savoir-être ou du moins il faut pouvoir aussi avoir le goût du risque, pas compter ses heures. Voilà, faut quand même tout ça, c'est sûr. C'est quelque chose qu'on passe souvent sous silence d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, c'est l'aspect santé. Quand tu travailles 12-16 heures par jour et que tu prends pas ton week-end, c'est faut le savoir, qui existe et qui est redondant et finalement il y a un vrai problème de santé chez les entrepreneurs. Mais ça c'est un aparté, c'est pour dire aussi que c'est pas facile. Complètement, c'est l'omniprésence mentale qui est compliqué, d'y penser H24, le matin quand on se réveille, le soir quand on se couche. Moi j'avais ce discours-là de tous les gens que j'accompagnais avant dans mon cabinet et quand on l'entend, on s'en doute bien, mais le vivre c'est autre chose. Et là maintenant que je le vis, je me rends compte à quel point effectivement c'est. Mais bon, je dis ça, c'est absolument pas négatif. Il faut le savoir, mais c'est pas négatif. Parce qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime, et nous avec Ronan là, on fait vraiment ce qu'on aime, c'est un plaisir et j'ai jamais été aussi comblé professionnellement que depuis que j'ai créé ma boîte, quoi. Oui. Malgré les heures, malgré exactement, tout ça. Quoi. Et le fait de passer beaucoup d'heures, et encore une fois, on s'ennuie pas dans le sens de
Ça bouge, tu l'as répété parce que on s'intéresse à tout parce qu'on est obligé de tout faire nous-mêmes. Et cet aspect-là est quand même super intéressant parce que pour les gens qui sont curieux, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'entrepreneuriat parce que ça leur permet de s'épanouir ça complètement. ouvre sur tous les domaines. Et ouais, même tu vois, t'es pas développeur, t'as pas de site web, tu vas aller sur du WordPress, du Wix, etc. et tu vas créer ton truc toi-même. Ouais. Et pourquoi tu vas le créer toi-même, c'est aussi parce que tu veux ta propre identité dans la boîte. Mais c'est en même temps parce que t'as pas les sous de payer quelqu'un qui va le faire. Ouais, c'est clair. Mais c'est la double problématique. Ça vient dans un second temps, quoi. Ouais. Mais c'est des trucs qui sont des choses qui sont hyper importantes finalement surtout en mode startup et quand on commence, c'est que c'est pas forcément aussi rémunérateur de suite. Et ça, c'est un truc, au début, il y a forcément, même pour tous les projets qui sont parfaitement bien construits, menés, etc., il y a forcément un peu de débrouille, un peu d'amateurisme au départ qui est, je pense, normal. Alors après, il faut que ça reste professionnel, mais finalement, ça se structure au fil du temps. Et voilà, tu parlais du site internet, nous on a commencé sur PrestaShop, c'est moi qui ai fait le site, alors j'avais jamais touché un site de ma vie. Il est bien, il est fonctionnel, mais c'est maintenant, 1 an et demi après, qu'on a fait appel à un graphiste et à un dev pour faire un site propre, avec notre charte graphique, complètement personnalisée, voilà. Mais c'est venu dans un second temps, mais pour autant, du coup, je reviens sur la question de qui peut entreprendre. Maintenant, on a la chance où il n'y a plus ce besoin financier d'apport conséquent au départ, où on peut finalement s'en sortir avec une bonne équipe, etc., sans gros apport financier pour construire un projet qui est quand même costaud et qui demandera forcément à se structurer au fil du temps, quoi. Et toi, financièrement, elle s'est fait comment aussi la transition ? Tu parlais tout à l'heure Pôle emploi, etc. Rupture conventionnelle avec ma société, mon ancienne société où j'étais salarié. Pour avoir Pôle emploi et donc le dispositif d'accompagnement des créateurs d'entreprise. Ça, c'est important aussi d'en parler parce que ça existe. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, nous, dans mon ancien boulot, on le conseillait, c'est-à-dire qu'un créateur ou un repreneur d'entreprise, encore plus un créateur, il faut environ, tout dépend des projets, mais il faut un certain temps pour pouvoir se rémunérer, construire, faire perdurer les choses. Et ça, il faut pouvoir le supporter financièrement. Et si on peut avoir une rupture conventionnelle, un licenciement, enfin bref, alors le moyen d'avoir Pôle emploi qui est ensuite reversé dans la société. J'allais dire, de l'entrepreneuriat est aussi possible. Oui, ouais. C'est l'entrepreneuriat. Si on te laisse la main dans l'entreprise et que tu puisses monter ton projet en interne, c'est hyper intéressant aussi. Complètement. Ouais. Mais du coup, Pôle emploi, il y a le dispositif ACRE qui existe. Enfin voilà, ça c'est sûr que c'est très important. Et nous après, donc on a eu nos apports perso, on a eu le crowdfunding. C'est maintenant dans la vente de marchandises, c'est devenu, enfin les précommandes, c'est un moyen de se faire connaître, d'avoir une communication, de visibilité. Et en plus, on a fait KissKissBankBank la première fois, et là le 15 octobre, on lance sur Ulule, on change de plateforme. Financement participatif, mais du coup ils gagnent des chaussures s'ils financent à un certain niveau. En fait, les chaussures sont en précommande à un prix préférentiel et sur une durée déterminée, donc nous c'est 1 mois. Et donc ça permet d'avoir une avance de trésorerie pour financer la production. C'est en cours là ? Et ça commence lundi 15 octobre. Ça coûte combien de chaussures ? Ça coûte celle-ci coûte, donc c'est une nouvelle collection. Il y aura différentes déclinaisons de couleurs et au lieu de 89, elles sortiront autour de 80 € sur la campagne. Avec différents cadeaux, etc. pour spécial Ulule. Mais voilà, ça commence le lundi 15 octobre. Ok, je pense qu'on peut finir si tu as un petit message à faire passer sur l'entrepreneuriat et notamment les étudiants qui ont une vision trop, pas trop, c'est la vision qu'on leur impose souvent, c'est-à-dire qu'ils sont pas ouverts sur les différentes matières qui les entourent et sur les opportunités. Moi mon message à eux c'est rêver, vous pouvez rêver. Ouais, lancez-vous et puis de toute façon vous n'avez pas grand chose à perdre finalement. Vous avez tout à apprendre et ça peut être qu'enrichissant. Alors il y a peut-être un peu de sous à perdre, mais bon finalement les sous c'est pas grand chose. Et puis pour ce qu'on a quand on sort des études, honnêtement. Quand on a 25 ans, il nous reste 65 ans à vivre. C'est ça. Donc autant non mais oui, se lancer, poser un petit peu son cerveau et y aller et puis. Et puis voilà, après il peut y avoir que du positif qui peut arriver. Ok, donc merci beaucoup.
Ngo, si je l'ai bien prononcé. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et aussi se pencher soi-même sur des problématiques qui sont sociales et éthiques dans l'entrepreneuriat. Finalement, c'est aussi porteur et impactant pour vos projets. Et il y a plein d'aides qui existent autour de vous, notamment, donc on a parlé là, il y a plein d'outils comme financement participatif. Si on n'a pas d'argent, c'est toujours possible de réaliser ce qu'on veut. Et il y a notamment en tant qu'étudiant, il y a plein de structures comme Pépite qui sont prêtes à vous soutenir sur ces objectifs-là. Donc cernez bien tout ça et n'hésitez pas à aller commander des Ngo des Ngo. Ouais. T'as du mal. J'ai du mal. Pour aller commander, pour aller soutenir l'artisanat aussi local vietnamien et puis vous offrir de jolies chaussures.